Alors, je vais donner la parole à Didier Lemaire. Didier Lemaire, vous êtes professeur de philosophie, vous avez longtemps enseigné à Trappes, vous avez publié la lettre d'un hussard de la République, vous êtes un hussard de la République et je trouve absolument catastrophique que ce hussard aujourd'hui ne soit pas devant ses élèves à Trappes ou ailleurs. Et vous expliquerez pourquoi, vous expliquerez comment. Vous avez été d'abord un lanceur d'alerte dans votre ouvrage. Vous repartez d'ailleurs des émeutes de 2005, parce que beaucoup de choses se sont cristallisées à ce moment-là qui n'ont pas bien été perçues. Merci Didier Lemaire. Bonsoir à tous, merci de votre présence, merci Huguette de votre invitation. Je voudrais ce soir vous proposer à la fois un constat lucide, le plus possible lucide, de la situation et un bilan aussi de ces 3 dernières années. Je vais commencer par le bilan de ces années qui sont passées après l'assassinat de Samuel Paty. Vous vous souvenez peut-être de ces mots aussi inoubliables que malheureux du président de la République. Ils ne passeront pas. Et aujourd'hui, nous entendons la même litanie des paroles creuses qui sont là pour nous endormir et nous faire oublier la réalité de ce que nous vivons. Nous entendons ces paroles en continu sur les chaînes de télévision, de radio. Nous n'oublierons jamais. Nous allons montrer que nous sommes debout et que nous ne céderons pas à l'obscurantisme. Tous ces mots creux qui ne sont accompagnés d'aucun acte. Le président de la République, après l'assassinat de Samuel Paty, a décoré et récompensé un nombre important de personnes qui ont contribué à abandonner Samuel Paty, que ce soit au niveau administratif ou politique. Il a poursuivi également le pas de vague, et j'en suis témoin parce que de nombreux enseignants m'ont contacté en me disant qu'ils vivaient la même situation que la mienne. Certains ont été déplacés en catimini, et d'ailleurs, dans la ville où j'ai enseigné pendant 20 ans, avant que je doive finalement quitter ce lycée compte tenu de mon exposition médiatique et des menaces qui pesaient sur moi, une collègue d'un collège voisin a été exfiltrée sur ordre des renseignements territoriaux. Et 1 an plus tard, mon collègue de philosophie, Jémil Khalel, a été menacé en classe par une élève qui lui a dit « Sur Allah, je vais le fracasser ». Cet élève n'a reçu aucune sanction administrative. La plainte a été classée sans suite et mon collègue a été déplacé dans un lycée qui est peut-être encore, qui pose encore plus de problèmes qu'à Trappes. Donc le passevaguisme a continué. Mieux encore, un nouveau ministre de l'Éducation nationale a été nommé, un ministre qui a contesté l'école républicaine en refusant son fondement universaliste au nom d'une conception victimaire de l'identité. Il n'y a eu parallèlement aucune mesure de prise pour assurer la sécurité des enseignants, pour mettre fin aux contestations des règles scolaires, de l'autorité des professeurs, de la contestation des enseignements. Il n'y a aucune mesure qui a été prise pour faire reculer l'idéologie salafiste dans les quartiers. Il n'y a eu aucune mesure de prise pour assurer la sécurité des Français en expulsant les nombreux fichiers S qui sont sur notre territoire et qui représentent une menace potentielle, comme on l'a vu encore récemment. Aucune leçon donc n'a été tirée. Et à la place, nous avons eu droit à ces discours de diversion. J'avais alerté pour ma part dès 2018 avec Jean-Pierre Aubin, le président de la République, en lui adressant une lettre,
La réponse de son cabinet a été la suivante: nous avons le contrôle de la situation en main. Donc le président, depuis des années, c'est-à-dire depuis maintenant un peu plus de 6 ans et demi, il fait de la communication, mais il n'agit pas en tant que chef d'État pour assurer la sécurité des Français et garantir la paix civile. Cela, il est très important de le dire, parce que si nous voulons lutter contre l'islamisme, il faut vraiment bien comprendre les forces politiques qui se déploient dans notre pays et qui contribuent à cette situation. Il y a bien sûr nos ennemis qu'il faut comprendre, mais il faut aussi nous comprendre nous-mêmes et comprendre comment ces ennemis et pourquoi nous ne les combattons pas. Il faut regarder, je pense, en face la situation, et je voudrais ce soir faire 2 constats. Un constat qui concerne d'abord l'école républicaine et un constat qui concerne notre nation et sa fracture profonde, le clivage politique qui aujourd'hui la menace. Quelle est la situation de l'école républicaine ? Eh bien, la situation de l'école républicaine est la suivante. Elle vit sous une triple pression. Une pression d'abord consumériste. Au lieu d'être un service public, c'est-à-dire un service au service de l'intérêt général, c'est-à-dire de tous les individus, elle est devenue une sorte, cette éducation nationale, de garderie sociale qui délivre un diplôme démonétisé. L'école était le lieu où l'on venait oublier ses origines pour acquérir de l'instruction, acquérir une culture scientifique, s'ouvrir à soi, aux autres et au monde grâce aux humanités. Et elle ne remplit plus aujourd'hui cette mission, et elle n'en a d'ailleurs même plus le pouvoir. En 30 ans, elle est devenue l'école la plus inégalitaire des pays de l'OCDE, alors qu'elle est aussi la plus dispendieuse. Le niveau scolaire s'effondre. Les élèves aujourd'hui partent massivement dans le privé. À Paris, c'est 40% des collégiens qui sont dans des lycées privés, et on peut comprendre ce mouvement. La plupart des enseignants, je pense aussi, ont oublié leur mission, qui est celle d'émanciper les individus pour les préparer à devenir des citoyens. Et l'école n'est plus aujourd'hui, je pense, le ciment de la nation. La deuxième pression qui s'exerce sur l'école, c'est évidemment la pression islamiste, qui est liée à ce projet que vous a exposé Florence tout à l'heure, ce projet frériste. Il s'agit d'un véritable travail de ségrégation pour empêcher les jeunes musulmans français de se sentir français et d'être des Français comme les autres. Ils doivent se percevoir d'abord comme des musulmans, voire comme appartenant à un clan et comme des ennemis, finalement, de notre pays. La troisième force qui s'exerce aujourd'hui sur l'école, c'est celle qu'une partie du corps enseignant exerce elle-même. Car il ne faut pas le négliger, une partie des enseignants partagent avec les 2 autres forces une même conception identitaire de l'homme. Et au nom de cette conception, ils considèrent que la laïcité et que le travail d'émancipation pour le travail de l'école républicaine est en fait un travail dirigé contre les musulmans. Ils partagent donc cette idée racialiste et cette idée, ce programme des frères musulmans. Et ils sont les premiers à refuser, je l'ai vu constamment dans ma carrière et les dernières années à Trappes en particulier, ils sont les premiers à refuser que s'exercent les règles de la laïcité dans l'établissement scolaire. Il faut le dire. C'est une réalité. N'oublions pas que Samuel Paty
était entouré de collègues qui, majoritairement, l'ont non seulement lâché, mais accusé d'islamophobie. Donc si on ne prend pas en compte cette dimension-là, on ne pourra pas non plus, je pense, avoir des outils pour lutter contre l'islamisme. Ces professeurs entretiennent dans leurs cours, au mépris de la règle de neutralité pédagogique, je l'ai constaté de nombreuses fois là encore, ils entretiennent des discours victimaires et relativistes, qui confortent évidemment leurs jeunes élèves dans leurs croyances et dans celles qui viennent de leur milieu. Et donc ce qui est assez troublant, c'est de voir finalement que ces trois forces, qui sont toutes les trois en principe opposées, convergent dans une même vision de l'homme et dans une même attaque de la République et de ses fondements universalistes. Les représentants politiques qui nous gouvernent prônent le modèle multiculturaliste anglo-saxon qui met l'identité finalement au centre non seulement de l'école mais de la nation, de la société. Les islamistes considèrent que seuls les musulmans parfaits ont le droit d'exister sur Terre. Et les enseignants de la gauche que j'ai décrite tout à l'heure soutiennent que finalement, participent à ce dénigrement du modèle républicain en ayant une vision d'ailleurs tout à fait raciste finalement, puisqu'ils considèrent que leurs élèves ne peuvent pas devenir des Français comme les autres. Il faudrait ajouter aussi qu'ils viennent de la gauche marxiste pour la plupart, de la sociologie bourdieusienne, et qu'ils partagent une vision un peu simplificatrice de la société, mais cette vision surtout, elle leur permet de placer le bien au-dessus de la vérité et de se donner bonne conscience. Et je pense que c'est là l'un des verrous qu'il faudrait faire sauter pour lutter contre l'islamisme et pour que le combat s'engage réellement. Je ne sais pas si j'ai le temps encore de poursuivre cet exposé. Je voudrais vous parler un peu de la situation politique, mais c'est évidemment peut-être encore un peu plus difficile et plus complexe. Mais sinon, on peut y revenir dans la discussion, c'est comme vous le souhaitez. 5 minutes. 5 minutes. Bon, alors je vais essayer d'aller à l'essentiel. Le problème politique auquel nous sommes confrontés. Quel est le problème ? Nous sommes attaqués, nous sommes face à un ennemi, vous l'avez dit, mais nous ne répondons pas. Nous ne combattons pas. Et nous ne voulons pas voir la réalité des maux dans lesquels cet ennemi nous plonge. Les assassinats, la peur, les renoncements, nous ne voulons pas les voir. Pourquoi ? Bien sûr, on parle, et j'étais le premier à en parler en 2018, du déni, mais je pense que ce n'est pas suffisant pour comprendre ce qui bloque finalement. Et il me semble que pour cela, il faut faire l'analyse des forces politiques aujourd'hui en présence dans notre pays. Nous sommes face à 3 blocs, pour simplifier. Un bloc qui considère que, c'est le bloc présidentiel, que la nation est une vieillerie qu'il faut dépasser, qu'il faut soumettre finalement la souveraineté nationale à des lois qui sont celles de l'Europe notamment, ou à des formes de gouvernance qui la remettent en cause, qu'il faut dissoudre ou continuer l'affaiblissement des services publics, aussi bien régaliens comme la justice et la police ou l'école, que les services publics sociaux, la santé, les services sociaux. Je pourrais vous parler longuement des services sociaux, mais je n'ai pas le temps ce soir. Donc,
Il faut bien prendre en compte que cette force politique qui s'exerce depuis pas mal d'années, et même avant la venue du président Macron, elle produit des effets très importants dans notre société. La deuxième force politique, elle est en réaction à celle-ci, c'est celle du populisme issu de l'extrême droite. Et évidemment, ce populisme d'extrême droite va servir à chacune des deux autres forces de repoussoir. La troisième force politique, alors là j'en aurais long à dire, je vais simplifier parce qu'elle est passée quand même depuis 2017 par un certain nombre d'étapes. La mise en cause du discours républicain, mais ensuite, finalement, une forme d'adhésion et d'encouragement au projet des émeutiers. 2000 bâtiments publics qui sont attaqués, c'est un fait sans précédent dans notre histoire. On n'a pas pris encore acte de la gravité de cet événement. Et puis là, après l'acte de génocide perpétré par le Hamas sur le territoire israélien, je pense que là, on a finalement passé un autre cap, qui est celui vraiment d'une alliance. Alors, je ne vais pas avoir le temps de développer, mais ce parti politique, il applique la stratégie léniniste, qui est une stratégie qui consiste à renoncer à mobiliser le prolétariat. Et c'est comme ça que Lénine a pris le pouvoir. Et c'est comme ça que Mélenchon compte le prendre. Et il le dit, et je pourrais vous donner des citations, j'en ai de nombreuses, il a une stratégie qui est une stratégie d'aller à la guerre civile. Il veut conduire ce pays à la guerre civile. Ce n'est pas une stratégie électoraliste, contrairement à ce que disent beaucoup de journalistes. C'est une autre stratégie. Si nous ne comprenons pas cette logique-là, nous ne pourrons pas déverrouiller ce qui bloque. Et ce qui bloque, c'est que la petite classe moyenne éduquée, dont font partie les professeurs, les universitaires, les artistes, sont sous l'emprise de ce parti. Et on ne pourra jamais rien faire tant que finalement la crème de la nation, si je puis dire, sera, d'une façon ou d'une autre, adhérera à ce projet de la France insoumise. Un dernier mot peut-être. On m'arrête là. Merci Didier Lemaire. Merci Didier Lemaire. Pardon ? Non, il dira pendant les questions, parce que là, il y a des gens qui veulent lui poser des questions. Ah, c'était l'applaudissement, le dernier mot. Bon. Juste un mot. Il faut quand même qu'on garde Juste un mot, 30 secondes. Mais vraiment. Ça, c'est la perspective. La perspective de lutte, aujourd'hui, c'est de défendre les serviteurs de la République. C'est la raison pour laquelle je viens de fonder une association qui est dans la continuité de celle qu'a fondée Georges Bensoussan, qui s'appelle Défense des serviteurs de la République, qui est épaulée par de grands avocats, dont un est gravement menacé de mort aujourd'hui. Bon, je vais passer là-dessus. Nous allons défendre tous les enseignants et au-delà tous les membres du service public qui sont aujourd'hui menacés financièrement, mais aussi avec de grands avocats et matériellement aussi et moralement. Voilà. Merci. Je voulais vous annoncer la naissance de cette association. On a donc un scoop ce soir, hein, puisqu'on a appris cette création. Nous allons donc commencer le débat. Je ne sais pas si c'est Evelyne, Edith ou quelqu'un d'autre qui va passer le micro.